4 ans après la crise du Covid, l'épidémie de Mpox, anciennement connue sous le nom de variole simienne, a mis en lumière plusieurs enjeux de santé publique en Afrique. Nombreux sont les défis auxquels le continent pourrait être confronté dans la période post-épidémique. Jean Casseya, bonjour. Bonjour Madame Epoté. 4 mois après l'apparition des premiers cas de Mpox sur le continent cette année, quel est l'état des lieux que dresse le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies que vous dirigez? Je dois rappeler qu'en 2020, lorsque nous avions été surpris par Covid, nous disions que nos systèmes de santé étaient faibles, que nous n'avions pas un système performant de surveillance des maladies, que nous n'avions pas un système performant de dépistage et que nous n'avions pas la fabrication locale des médicaments et des vaccins. Malheureusement, c'est la même chose aujourd'hui. C'est comme si les leçons de Covid n'ont pas été profondément tirées et actuellement, nous sommes en train de faire en sorte que après Mpox ne soit plus comme avant Mpox. La RDC à elle seule représente 96 des 97% des cas de décès à l'échelle du continent. Comment cela s'explique? Cela s'explique d'abord par une certaine forme d'abandon que notre continent a connu. Je dois rappeler qu'en 2022, pendant qu'on était en train de sortir de Covid, nous avions une autre épidémie qui était déclarée une urgence de santé publique au niveau international, qui était Mpox. À l'époque, il y avait quelques cas en Europe et aux États-Unis. Et quand cela avait été déclaré comme urgence au niveau international, je rappelle qu'il n'y avait que 5 décès. Et un vaccin avait été fabriqué, des médicaments avaient été fabriqués. L'Occident a souhaité et a décidé d'utiliser ces vaccins pour eux, ignorant que la même épidémie existait en Afrique. Et donc, quand l'Occident est sorti de cette épidémie en juin 2023, les gens ont été surpris de voir une nouvelle mutation de ces virus apparaître en Afrique. Donc, je suis en train de le dire en toute responsabilité. Si à l'époque, on avait appliqué la solidarité, on avait donné les vaccins en Afrique, nous aurions peut-être, nous aussi, diminué la possibilité d'avoir cette épidémie majeure que nous avons aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que cette épidémie est causée par une mutation d'un virus intervenu à l'est de la RDC, une zone perturbée par les conflits. Et donc, c'est une combinaison de la mutation et des conflits qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette épidémie. Mais alors, qu'est-ce que préconise le CDC pour justement prévenir et contrôler les infections qui surviennent de manière régulière sur le continent? Il faut que les téléspectateurs de TV5 le sachent. Chaque semaine, nous avons au moins 2 nouvelles épidémies en Afrique. Et avec toutes les autres épidémies qui s'enchaînent, depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous gérons 185 épidémies. Donc, ça signifie que nous avons des systèmes qui sont faibles, pour lesquels nous devons ensemble, les gouvernements doivent investir et nos différents partenaires doivent se donner la main pour que nous puissions bâtir un système qui soit de plus en plus résilient. Et qu'est-ce qu'Africa CDC fait actuellement? Nous renforçons les secteurs de la surveillance et nous formons les gens. Nous équipons les pays avec les matériels pour les diagnostics, puisqu'on ne veut pas être surpris de voir une épidémie traverser les frontières sans que cela soit notifié. Et nous sommes dans un programme que nous appelons la fabrication locale des vaccins, qu'on appelle le programme d'accélération de production de vaccins en Afrique. Donc, c'est tous ces piliers-là que nous sommes en train de mettre en œuvre pour arrêter ces cycles d'épidémie. Mais le renforcement des systèmes de santé publique demeure un défi majeur pour la majorité des pays du continent. Comment parvenir à garantir la qualité des infrastructures sanitaires,
mais surtout la formation d'un personnel qualifié. Quels sont les défis majeurs? Le premier défi, c'est au niveau financier. Nos systèmes de santé ne sont pas financés au niveau adéquat. Le deuxième défi, c'est au niveau des ressources humaines. Vous savez que nous avons un déficit de plus de 5 millions de personnels de santé pour l'Afrique. Le troisième défi, c'est au niveau des infrastructures. Et donc, quand nous mettons ces défis ensemble, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, sur le plan des financements, nous avons lancé des initiatives par rapport à la mobilisation des ressources domestiques. Et je l'ai toujours dit, et vous allez toujours m'entendre, avant de parler de l'extérieur, je parle de l'intérieur. Nos dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent d'abord investir dans leur système avant de tendre la main à l'extérieur. Et la deuxième chose par rapport aux ressources humaines, si nous n'avons pas le personnel qu'il faut, mais nous avons la communauté et nous avons ce qu'on appelle les relais communautaires, nous avons les agents communautaires. Et ce sont ces agents communautaires qui sont un peu le pont entre les systèmes de santé et la population. Donc, nous formons les agents communautaires pour qu'ils puissent donner les messages qu'il faut et donner les premiers soins afin de désengorger les systèmes de santé qui commencent à être encombrés. Et au niveau des infrastructures, effectivement, nous avons des programmes d'investissement pour nous assurer que ce qui est infrastructure de base et ce qui est matériel de base existe. Ce sont là les trois conditionnalités pour faire en sorte que nous puissions atteindre les soins de santé primaires et le renforcement du système de santé. Ça a l'air d'être de bonnes intentions qui ne sont pas suivies d'effets, parce que, souvenez-vous, il y a quelques années, le slogan en vigueur, c'était « Santé pour tous en l'an 2000 ». On est en 2024 et c'est loin d'être une réalité. On peut le dire, mais moi je ne peux parler que de la période pour laquelle je suis dirigeant d'Africa CDC. Depuis une année, j'ai vu des grands changements. Depuis une année, j'ai vu l'Afrique faire des progrès. Depuis une année, j'ai vu l'investissement. Je vais vous donner le cas de la RDC. Je suis parti en RDC il y a 3 semaines. J'ai rencontré le président de la RDC. Je lui ai dit, vous avez un plan qui coûte, à ce moment-là, ça coûtait 47 millions de dollars. Avant qu'on aille à l'extérieur, nous voulons voir ce que vous donnez. Le président de la RDC a donné 10 millions de dollars pour un plan qui coûtait 47 millions. Donc, ça signifie qu'il a donné au moins 25% pour répondre. Vous voyez, ça sont des éléments concrets. Je viens du Burundi où ils ont un plan à peu près 8 millions, mais j'ai vu que le gouvernement, le président m'a dit, je mets 1 million et je vais ajouter. Ça me donne l'opportunité à Africa CDC de dire, moi aussi j'ajoute 1 million de dollars avant d'aller chez les partenaires extérieurs. Et je peux vous dire, Madame Epoté, ces genres d'éléments, ces genres d'informations, je les ai au quotidien dans différents pays. Oui, ça bouge en Afrique et c'est une réalité. Mais vous-même, vous reconnaissiez au début de cet entretien que nous n'avions pas tiré les leçons de la crise du Covid pour gérer l'épidémie du Mpox. Je suis d'accord avec ça. Vous savez, ce qui me fait souffrir aujourd'hui, quand Mpox a commencé, et je dis très bien, Mpox, c'est une injustice des pays occidentaux. Puisque aujourd'hui, les pays occidentaux sont en train parfois de nous dire que c'est puisque nous n'avions pas accepté les vaccins quand ils voulaient nous le donner que la maladie a accru. Ce n'est pas vrai. C'est puisque quand on en avait besoin, ils ne nous en ont pas donné. Et aujourd'hui, l'une des leçons qu'on n'avait pas tirées, c'était comment accélérer avec la fabrication des vaccins et des médicaments. Je peux vous dire, les négociations que nous avions faites, et j'ai été très clair avec les fabricants, les doses de vaccins en 2025, une bonne partie doit venir des fabricants africains et on commence à faire les transferts de technologies. Voilà une façon concrète. Et même, nous avons fait une publication de presse par rapport à ça avec cette compagnie qu'on appelle Bavarian Nordic, dont le transfert de technologies va commencer à partir du 27 septembre, puisqu'on va choisir la société africaine qui va le faire. Voilà des actions concrètes et cela nécessite une vision et cela nécessite un engagement politique de haut niveau, à la fois au niveau d'Africa CDC, mais au niveau aussi des États membres pour qu'ils achètent ces vaccins-là. Et combien d'unités de production de vaccins faudra-t-il au continent pour être autonome? Nous sommes très clairs que tous les pays africains ne peuvent pas produire les vaccins. Nous disons aussi que
nous avons plusieurs vaccins à produire. Donc, ça signifie que les 5 ou 6 pays qui sont en pole position pour produire ces vaccins, ce qu'Africa CDC fait, c'est faire, comme on dit, un mapping. C'est pour donner à chacun, vous allez produire ceci. Par exemple, le Sénégal produit déjà le vaccin de la fièvre jaune et est en bonne position pour produire les vaccins rougeole. Donc, si jamais un autre pays veut produire des vaccins, on va lui dire, ne faites pas la fièvre jaune, ne faites pas pour éviter cette compétition inutile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous savez, quand j'étais à Paris pour lancer le programme qu'on appelle AVMA, sur l'initiative de fabrication des vaccins, c'était un programme de 1 million de dollars. Mais nous avons amené sur la table 1,5 milliard de dollars venus de l'Afrique avec Afreximbank pour complémenter cela. Donc, ça signifie que les ressources actuellement sont disponibles pour commencer à fabriquer. Et la troisième chose sur laquelle nous travaillons, c'est ce qu'on appelle les achats groupés. Puisque nous ne voulons plus qu'un seul pays africain, quel que soit son statut économique, puisse manquer les vaccins, soit puisque ça coûte trop cher pour eux, soit puisqu'ils n'ont pas de ressources. En faisant les achats groupés, nous diminuons les prix, nous augmentons la quantité et tout le monde sera servi. Et ça, nous avons déjà fait ça. Dernière question, docteur Jean Casseya. En matière de santé publique, il y a un volet qui est tu, c'est celui de la santé mentale et de la santé psychosociale. Comment expliquer pourquoi ce tabou persiste-t-il? Vous savez, à un certain moment, les gens ne parlent pas des malheurs qu'ils vivent. J'avais participé à la réunion à mai 2024 à Genève lors de l'Assemblée mondiale et j'ai dit au monde entier, moi-même je suis aîné d'une famille et la personne qui était deuxième de ma famille est morte à cause d'un problème de santé mentale. Et cette personne qui était dans l'armée à l'époque, au lieu d'être amené à l'hôpital, avait été amené en prison. Et là où il était en prison, ça empirait son cas. Et quand il est sorti, c'était trop tard pour le prendre en charge. Vous savez, parfois, ce sont des malheurs personnels qui guident nos actions. Et moi, je préfère en parler. Je suis médecin, je suis directeur général d'Africa CDC, mais j'ai été victime de ça. Et je pleure mon petit frère jusqu'aujourd'hui. Le problème de santé mentale, c'est d'abord le problème de vie. Il faut que les gens sachent que chacun de nous peut être victime de ça à différents niveaux. Donc, nous devons avoir des programmes décomplexés. Nous devons avoir des programmes où la santé mentale est une priorité. Actuellement, Africa CDC, nous avons fait un partenariat avec Wellcome Trust et d'autres partenaires pour que nous puissions renforcer ce volet-là dans beaucoup de pays africains, puisque les budgets consacrés à la santé mentale représentent moins de 0,1%, alors que la santé mentale touche plus de 100 millions de personnes en Afrique. Docteur Jean Casseya, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Epoté.